Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu un arrêt numéro 067/président CENI du 15 février 2016. Il est relatif aux modalités de vote par témoignage qui divisent la classe politique, également les membres de la CENI. Le résumé de cet arrêt du président de la CENI avec Hassan Salem Safa. Les 1 million et quelques Nigériens recensés par témoignage vont finalement voter pour le scrutin à venir. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante CENI. Bien avant cette décision de la CENI, le gouvernement avait saisi le Conseil d'État pour demander son avis relativement au vote par témoignage. Ainsi, dans l'avis numéro 00/2/16 du 10 février 2016, le Conseil d'État dit que le vote par témoignage est possible sur le fondement de l'esprit des lois et des pratiques électorales au Niger. C'est ainsi que lors de sa plénière du 13 février dernier, la CENI a adopté le vote par témoignage. La décision a été prise à l'absence des représentants de l'opposition et ceux de la société civile, parmi lesquels le premier rapporteur général de la CENI. Selon les spécialistes en la matière, au stade actuel, il est difficile de modifier les lois électorales sauf par consensus. Il y a un problème ici. Il faut concilier deux impératifs, deux choses. D'une part, le droit de vote, qui est un droit fondamental que la Constitution et les conventions internationales concèdent à tout citoyen qui n'a pas perdu les 10 droits. D'autre part, la nécessité aussi de respecter la loi. La loi électorale, en son article 33, ne mentionne pas le vote par témoignage. La Constitution et les textes disent que chaque citoyen a le droit de voter. Donc maintenant, comment concilier ces deux choses? Et je pense que c'est une discussion qui aurait dû être menée il y a longtemps. La seule voie qui est offerte, c'est celle du consensus. Les partis politiques ont tout intérêt à enclencher tous les mécanismes constitutionnels, n'est-ce pas, et administratifs permettant de parler. L'arrêt du 15 février 2016, à son article 1er, stipule que le vote par témoignage fait partie des moyens d'identification des électeurs pendant le scrutin. Et l'article 2 dit que l'électeur recensé par témoignage est porteur de sa carte d'électeur non détenteur d'une pièce d'identification fait vérifier son identité par un recours au témoignage des deux électeurs inscrits sur la même liste du bureau de vote et qui eux-mêmes détenteurs des pièces d'identité. À 72 heures de la fin de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives, le directeur de campagne du PNDS Taraya a animé une conférence de presse ce mercredi au siège du parti où Moudou Mahamadou a rappelé les deux objectifs du PNDS Taraya, réélection de Youssouf Mahamadou dès le premier tour et une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Le résumé de cette conférence de presse avec Hassan Salem Safa. La sécurité, la corruption, la liberté de presse, la sécurité alimentaire, l'hydraulique, l'éducation, les infrastructures et l'emploi sont entre autres points développés par le directeur de campagne du PNDS Taraya. Dans tous ces domaines, les résultats enregistrés pendant 5 ans de gestion des autorités de la 7e République sont satisfaisants. Résultats sur la base desquels le candidat du PNDS, Issouf Mahamadou, va être réélu pour un second mandat dès le premier tour le 21 février prochain, selon le directeur de campagne. Dès le 30 janvier, notre candidat est sorti sur le terrain et il a entamé une randonnée non-stop qui l'a conduit aujourd'hui à Agadez. Et au cours de ce périple, tous les meetings qu'il a organisés ont été des meetings de succès. On a eu un engouement énorme, de l'ouest à l'est. Et à chaque meeting, on a l'impression que le meeting qui a été réalisé est meilleur que le meeting précédent, et ainsi de suite. Compte tenu de tout cet engouement-là, bien évidemment, nous avons raison de fonder l'espoir, compte tenu de la mobilisation des Nigériens derrière le candidat Mohamed Issoufou, que la victoire
au premier tour, Inch'Allah, est tout à fait possible. Oumoudou Mahamadou a répondu aux questions des journalistes relatives au vote par témoignage, mais aussi à la saisie des spécimens des bulletins de vote par la douane. Enfin, le directeur de campagne du PNDS Taraya a saisi l'occasion pour appeler la population de Niamey à se rendre massivement au stade général Asseyni Kounté pour assister au grand meeting du candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou ce jeudi 18 février 2016. Restons toujours avec le PNDS Taraya et son candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain, le président Issoufou Mahamadou, qui était donc à l'intérieur du pays pour une campagne. Alors, on va suivre tout de suite donc l'étape de Maradi où le candidat du PNDS Taraya a animé des meetings. Après Guidarumji, le département de Madarounfa et la ville de Maradi ont constitué la deuxième étape dans la région de Maradi de la tournée du candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou dans le cadre de la campagne électorale. Partout où il a passé dans ces deux localités, les directeurs de campagne représentants des 43 partis alliés ont réaffirmé leur soutien au candidat du PNDS Taraya. Quant au candidat Issoufou Mahamadou, il s'est penché sur le contenu du programme de Renaissance Acte 2 pour la région de Maradi. Au cours de ce géant meeting, un nouveau parti vient s'ajouter aux 43 partis alliés au PNDS Taraya afin de faire un coup KO. Après l'étape de Maradi, le candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou était dans la région de Zander, dans la capitale d'Amagaram. Le candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou a animé des meetings. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nafissa Zakou et Halil Gourema. La commune urbaine de Zander a constitué la première étape de la tournée du candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 février 2016. Occasion pour le représentant des 44 partis alliés au PNDS de remercier la population de Damagaram pour l'accueil réservé au candidat Issoufou Mahamadou. S'adressant à la population de Zander, le candidat du PNDS Taraya est revenu sur le programme de Renaissance Acte 2. Wanda jabaka barin goro yau gobe an ya samu guda sai baka in ma ya samu huhun goro sai baka to shine ga barin goro da mun ka bada shekara biyar. Il est à noter que c'est un accueil chaleureux de remerciement pour les réalisations faites qui a été réservé pour le candidat Issoufou Mahamadou. La suite des portraits des candidats à l'élection présidentielle premier tour du 21 février prochain. Aujourd'hui, nous proposons le portrait de Adal Roubed. Il est le président du MDR Tarna. Docteur Adal Roubed, président du parti MDR Tarna, Mouvement démocratique pour le renouveau, est docteur en médecine. Âgé de 41 ans, il est né à Marandi à Agadez, marié et père de 2 enfants. C'est un sang neuf dans l'arène politique où il se présente pour la première fois aux élections présidentielles sous le signe de la lutte contre la pauvreté. Docteur Adal Roubed est issu d'une famille modeste. Il a fait ses études primaires et secondaires à Agadez. Il obtient son baccalauréat série C en 1997 et s'inscrit à la faculté de médecine de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il ressort avec son doctorat en 2008, mention très bien et félicitations du jury à l'appui. Entre-temps, il a également fait plusieurs stages, dont certains en France et aux États-Unis, où il reçoit plusieurs propositions de travail.
Devant le défi à relever dans le domaine sanitaire dans son pays, notamment une santé de qualité, Dr Adal Roubeid décide de rentrer au Niger et de créer sa propre clinique à Tawa. Parallèlement, il s'investit ardemment dans la création de cases de santé dans les villages et campements. Sa profession de clinicien le met face à une évidence, pas de développement sans la santé. Et la pauvreté dont il est en contact de par cette même profession finit par le décider, lui et plusieurs autres ardents combattants de la lutte contre la pauvreté, à créer le parti MDR Tarna, Mouvement démocratique pour le renouveau, afin d'accéder à la sphère suprême de prise de décision. D'où l'additif Tarna, qui veut dire force en langue tamajek. Son programme de développement en dit long. Il s'articule principalement autour de 4 points: la lutte contre la corruption, la promotion de l'éducation, la restauration du service militaire obligatoire et la lutte contre la pauvreté. Des points qui, selon le candidat, propulseront un peu plus le Niger. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'entretien accordé donc par le président du MDR Tarna, Adal Roubeid, qui est également candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Le candidat du PNDS Taraya dans la circonscription de Walam-Simiri à l'âge Zakoujibo d'Izakay était du samedi 13 février au mardi 16 février 2016 en campagne dans la commune rurale de Simiri. À cette occasion, le candidat a sillonné les 90 villages de cette commune pour demander de voter à 100% le président Issou Mamadou. Le résumé de ce périple de Zakoujibo d'Izakay avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. C'est par ce slogan que l'homme providentiel du Zarmaganda, le magnanime El Hadj Zakoujibo d'Izakay, candidat à la députation dans cette contrée sous la bannière du PNDS Tareya, et son suppléant Abdou Adam ont été accueillis dans l'ensemble des 90 villages administratifs de la commune rurale de Simiri. Un terrain jadis hostile au Parti Rose. Il y a quelques années, en tout cas, le PNDS a évolué dans la commune rurale. Nous avions un conseiller aux élections de 2004, sur 20. Aux dernières élections, nous sommes arrivés à 8 conseillers sur 20. Mais avec l'arrivée au PNDS du grand mobilisateur, l'homme qui était à tous les rendez-vous électoraux avec brio, El Hadj Zakoujibo, le Parti Rose ne fait que gagner du terrain, notamment dans le Simiri, qui est de cœur avec sa candidature aux législatives. Nous l'avons entendu depuis longtemps. Nous avons attendu ce choix. Nous l'avons eu. Et Zakoujibo nous a honorés à juste titre. Il a choisi Abdou Adam comme son suppléant. Pour une fois, je dis voilà, j'ai l'étrier qui va me permettre de récolter les efforts que j'ai déployés depuis le début de la création du PNDS jusqu'à ce jour. Nous avons vu ça dans tous les villages, comment les gens se sont mobilisés, se sont levés comme un seul homme pour dire à Zakoujibo que si leur suffrage qui fera passer le président de la République au premier tour, c'est déjà fait. Ils attendent seulement le jour, c'est-à-dire le dimanche 21, pour le prouver, pour le démontrer. De nos jours, les 4 centres de la commune rurale de Simiri sont devenus roses en reconnaissance des populations pour toutes les actions de bienfaisance menées dans leurs villages respectifs par le candidat du PNDS Tareya. Occasion pour des militants d'autres formations politiques de faire défection pour se rallier au Parti Rose. À certains endroits, c'est le village entier qui s'est reconverti. Au rang de ceci se trouvent les villages de 2 candidats aux législatives de formations politiques de l'opposition. Ils n'ont pas le choix de quitter ces formations politiques. Ils savent que ces formations n'ont plus leur place ici, à Simiri et dans le Zarmaganda. À partir du moment où Zakay, même quand il n'est pas, en tout cas dans la politique, c'est quelqu'un qui aide et contribue au développement de ces Zarmaganda. Nous ratissons large et total
Et je crois que, en tout cas, cette situation-là ou ce changement-là ne nous étonne pas, puisque l'homme des phénomènes a rejoint, en tout cas, le PNDS. Je vais parler de Alhaji Zakou Djibo, en tout cas, qui a toujours fait le bonheur des partis auxquels il adhère. Le candidat Zakou Djibo dit Zaké dispose ainsi d'énormes atouts au bonheur du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme dans le Zarmaganda. Zakou Djibo a été toujours député. Depuis qu'il était au MNSD, à 2 mandats électifs, il était élu député. Ça, c'est une force. Après, il était député, élu député au titre de Lumana. C'est une deuxième force. Il a été également candidat au titre du PNDS. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez vu. Dans tous les villages, au niveau de tous les bureaux de vote où nous avons sillonné, l'engouement est immense. Il est important de noter que à cette occasion-là, nous avons un déferlement total, en tout cas dans le département de Walam. Le PNDS est devenu un véritable phénomène dans cette partie du Niger, tout comme avant le MNSD était un phénomène dans le Zarmaganda. Il y a eu une inversion totale, en tout cas du statut de notre parti dans la région. Avec ses 196 bureaux de vote totalisant 47 571 électeurs, la commune rurale de Simiri dans son ensemble a pris l'engagement de voter à 100% au président de la République El Hadj Issoufou Mahamadou pour la réalisation du Nkou Kao et à El Hadj Zakou Djibo dit Zaké ainsi que son suppléant Abdou Adam pour les législatives du 21 février prochain. Ainsi, c'est confiant de la victoire du PNDS aux différents scrutins dans le Simiri que le grand mobilisateur des masses El Hadj Zakou Djibo et sa délégation ont repris le chemin de retour pour la capitale Niamey. L'actualité sur le front social, les responsables du ministère des enseignements secondaires ont reçu ce matin la visite des militants du SINASEB, une visite des contractuels et fonctionnaires de base pour exiger des autorités la satisfaction de leur plateforme revendicative et annoncer un arrêt de travail à partir de demain pour une durée de 48 heures. Le reportage avec Asmaou Seydou. Ils étaient nombreux ce matin, les agents du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, à envahir les locaux du ministère des enseignements secondaires pour montrer leur mécontentement aux autorités. Ces enseignants exigent toujours la prise en compte de leurs revendications qui se résument à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Depuis que nous avons entamé nos mouvements, après la rentrée d'octobre 2015-2016, il faut dire que c'est la première rencontre officielle que nous avons eue parce que en arrivant sur les lieux ce matin, la ministre des enseignements secondaires, la ministre Betty, a quand même souhaité rencontrer le bureau du SINASEB, discuter avec le bureau en tout cas pour prendre en compte et être édifié sur véritablement les questions qui nous amènent en tout cas à ces débrayages. Nous avons engagé un mouvement, comme nous l'avons toujours dit, au niveau du SINASEB, nous n'allons pas entendre ou nous arrêter tant que nous n'avons pas trouvé de réponse fiable, tant que les engagements ne sont pas palpables, ne sont pas concrets sur le terrain. Ce qui est sûr, nous allons poursuivre en tout cas les luttes que nous avons déjà entamées. Autre motif évoqué par le SG du SINASEB, les conditions de recrutement des enseignants à la fonction publique. J'avoue que nous avons eu des échanges fructueux avec la ministre Betty, qui aujourd'hui a pris sur elle l'engagement de rencontrer, en tout cas, qui de droit, notamment les ministères des Finances, le ministère de la fonction publique et la primature, pour voir dans quel cadre très rapidement les préoccupations urgentes que nous avons, notamment les questions des postes budgétaires au niveau des recrutements, notamment pour nos camarades qui attendent plus d'1 an et demi, les 476 camarades, la question des postes budgétaires pour le recrutement 2014 qui n'ont pas encore été libérés, mais également la question du lancement du recrutement 2015 et pour le recrutement 2016, mais aussi la question des rappels salaires. Et dans les échanges que nous avons eu avec la ministre Betty, également l'engagement ou instruction a été donné aux responsables ou au cadre du ministère de l'enseignement primaire qui sont encore sur place de créer toutes les conditions
pour que le dialogue ne puisse pas être rompu ou ne puisse pas être coupé. Donc nous étions sortis, comme je l'ai dit, satisfaits de cette rencontre parce que ça ramène aujourd'hui ou ça réinstaure le dialogue entre les partenaires que nous sommes, entre notre organisation syndicale et le ministère de tutelle qui est le ministère de l'enseignement primaire. Pour montrer leur détermination pour le combat, le SINASEP menace d'aller en grève de 2 jours ce jeudi et vendredi sur l'ensemble du territoire national. Le secteur des collectivités territoriales paralysé depuis ce matin par 2 mouvements de grève observés par 4 syndicats du secteur. D'autres précisions avec notre reporter Michel Deji. À la mairie centrale, ce sont les militants du syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger, SACOTEN, qui ont organisé un sit-in pour exprimer leur ras-le-bol. C'est le mois de janvier qu'on n'a pas perçu nos salaires jusqu'à présent. On est maintenant aujourd'hui le 16 ou 17 février. Bon, par exemple, ceux qui sont à la banque, là, ils vont être coupés 2 fois. 2 fois coupés dans 2 mois. Dans un délai de 1 mois, ils vont être coupés en 2 mois, c'est trop. La prise en charge de l'hôpital de Niamey, et ça aussi c'est un problème de 1 million qui doit être versé au niveau de l'hôpital qui n'a pas été versé. Et le troisième problème, c'est par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça aussi, il y a un non-paiement du 3e trimestre 2011 et le 4e trimestre 2013 qui n'ont pas été versés, qui doit s'élever à quelque chose de plus de 50 millions. Et il y a aussi le 4e point qui est le garage qui vraiment aujourd'hui ça ne va pas. Il n'y a rien qui marche au garage, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien qui marche en réalité. C'est ça nos points qui nous ont incité à faire la grève d'aujourd'hui. Un mouvement de grève également observé par 3 autres syndicats du secteur, à savoir le Syntraten, le SNAM et l'UDACOTEN. Les agents concernés, maintenant, c'est tous les agents. Effectivement, il y a eu deux préavis de grève différents, mais les 2 préavis de grève différents concernent tous les agents. De l'autre côté, il y a 3 syndicats qui ont signé. De l'autre côté, il y a un syndicat qui a signé. L'ensemble fait les travailleurs de la ville de Niamey. Au niveau des garages, au niveau de tous les arrondissements, au niveau de la ville de Niamey, tout est bloqué. Vous avez vu que toutes les portes sont fermées et c'est tout le monde au niveau de la ville de Niamey. Personne ne travaille, que ce soit les agents qui sont dans l'administration centrale ou même dans les formations sanitaires, nous avons tout bloqué. Nous allons tout bloquer. Et la fois passée, vous avez vu, on a même bloqué les cimetières. Eh bien, c'est vrai que ça nous fait mal. Ce n'est pas de gaieté de corps, mais c'est parce que les autorités de la ville de Niamey nous poussent à faire. Et si nous poussent à faire, nous allons aussi toucher les points sensibles. Nous allons pousser certains secteurs très sensibles à la population pour qu'elle-même réagisse, pour que les autorités de la ville de Niamey nous mettent dans nos droits. Si leurs revendications ne sont pas prises en compte le plus vite possible, les responsables de ces syndicats du secteur des collectivités territoriales envisage de durcir le ton à travers des mouvements de grève répétés jusqu'à satisfaction totale. Les représentants des structures des jeunes et des femmes sont en atelier de formation au siège du syndicat national des agents de douane SNAD. L'atelier est organisé par la plateforme de la société civile sur le changement climatique et il porte sur les principes communs d'adaptation du changement climatique. Le point avec Hassan Salim Safa. La plateforme de la société civile sur les changements climatiques plus que jamais déterminée à défendre les causes de l'environnement au Niger. Ce mercredi, elle a réuni les femmes et les jeunes des organisations féminines et de jeunes du Niger pour les former sur les principes communs d'adaptation au changement climatique. La plateforme de la société civile sur le changement climatique se bat en faveur de la création du Fonds national d'adaptation. Elle œuvre également pour la vulgarisation du principe commun d'adaptation. Le Niger est l'un des pays africains les plus vulnérables face aux effets néfastes du changement climatique, selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, GIEC, publié à la veille de la COP 21 tenue à Paris en novembre-décembre 2015 sur le changement climatique. Ces rapports du GIEC sont plus qu'alarmants et les stress climatiques sont irréversibles. Par conséquent, il est plus qu'urgent pour l'humanité d'asseoir des bases solides pour s'adapter à ce phénomène qui menace l'existence de la vie sur la planète et compromet l'espoir des générations futures.
Ayant mesuré les conséquences désastreuses du changement climatique sur les communautés, le gouvernement danois, à travers CARE International, s'est engagé à accompagner certains pays du Sud avec qui il a un partenariat dans le cadre de son programme Southern Voices en adaptation SVA. Ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine du changement climatique par des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour influencer et analyser les politiques en lien avec la thématique. Les principes communs d'adaptation est un guide consensuel pour une meilleure prise en compte de toutes les couches vulnérables au changement climatique et pour une gestion efficace et rationnelle de la question d'adaptation. Les principes communs d'adaptation est un outil essentiel et efficace pour une meilleure prise en charge de toutes les couches vulnérables. Le programme Southern Voices a démarré le processus de prise en compte des JPA lors de la COP19 de Varsovie. Cette discussion s'est poursuivie lors de la COP20 de Lima au Pérou et au cours des CBA 8 et 9 tenus respectivement à Katmandou au Népal et à Nairobi au Kenya. Cette session de formation a été rendue possible grâce au soutien de Southern Voice on Climate Change, CARE Niger et Pan-African Climate Justice Alliance. Cette brève avant donc la partie magazine de ce journal, elle est relative aux élections présidentielles du premier tour du 21 février prochain et législatives. Les directions de campagne des partis RDP Jama, de Dr Hamid Legabit et du PNA Alouma de Sanoussi Tambari Jakou ont livré un message cet après-midi. Une déclaration conjointe relative aux consignes des votes à l'endroit des militantes, militants et sympathisants de ces deux formations politiques qui appellent leurs militants à voter au candidat du PNDS Taria, Alhaj Issou Mamadou, pour l'élection du 21 février prochain. Nous y reviendrons dans nos éditions d'information de demain. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'entretien du président du MDR Tarna, candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Il s'appelle Adal Roumed. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Monsieur Adal Roumed, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. Monsieur Roumed, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Nous vous remercions. Effectivement, nous sommes candidats aux élections présidentielles de 2016 au titre du Mouvement démocratique pour le renouveau. Et ceci est d'abord sous-tendu par un profond constat de la réalité politique et socio-culturelle de notre pays, qui nous a poussé en tout cas à proposer à notre peuple, au peuple nigérien, un projet de société pour qu'on puisse changer tout ce que nous voyons et qui nécessite un changement radical. Donc c'est à ce titre que le Mouvement démocratique pour le renouveau a un projet de société à proposer au peuple nigérien. Il a été établi suite au diagnostic de la réalité de notre pays. Le Mouvement démocratique pour le renouveau pense qu'un pays ne peut se redresser que sur les trépieds dont nous allons parler, c'est-à-dire sa santé, son éducation et sa sécurité. Ces trois points sont les trépieds sur lesquels nous pensons que nous créerons les conditions favorables à une nouvelle société nigérienne plus homogène, plus forte. Bien qu'aucun de ces chapitres ne soit plus prioritaire que l'autre, nous allons nous les exposer et voir dans quelle mesure le peuple nigérien comprendra notre message d'espoir, notre message d'un lendemain meilleur. Nous allons commencer par la santé. La santé est un domaine extrêmement important pour le Mouvement démocratique pour le renouveau. Nous avons l'intention de rénover le côté préventif justement de la santé, puisque en tant que médecin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur
Et c'est pour cela que le projet de société du Mouvement démocratique pour le renouveau entend faire de la santé quelque chose de primordial, en particulier en renforçant toutes nos capacités dans ce qui peut être nommé comme, par exemple, le programme élargi de vaccination, mais également la prévention de la malnutrition, ce qui sous-entend donc une lutte contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, au fond, est la cause de toutes les maladies et de toute la détresse psychologique et morale d'un peuple. Nous avons également l'intention de travailler au renforcement de nos structures déjà existantes en termes de structures sanitaires et d'assurer une plus grande couverture sanitaire de notre pays. Nous savons que c'est disparate, nous en avons conscience. Nous savons que des efforts ont été fournis. Donc nous mettrons à notre actif tout ce que nos prédécesseurs ont déjà fait. Et donc en particulier au niveau des infrastructures sanitaires, nous pensons qu'il y a de gros efforts à fournir. C'est pour ça que le Mouvement démocratique pour le renouveau, pour avoir posé le diagnostic de l'insuffisance de ces infrastructures, estime que c'est un des centres d'intérêt pour notre gouvernement futur. S'assurer qu'il y a une correcte couverture sanitaire au niveau national, mais la couverture pas seulement en termes de bâtiments, si je peux m'exprimer ainsi, donc matériel. Il faut une couverture humaine, donc il faut des médecins, il faut des infirmiers. C'est un secteur extrêmement important qui est également gangréné par quelque chose qui n'est autre que le laxisme, le manque de sérieux au travail. Et nous pensons que le peuple ressemble énormément aux poissons, c'est par la tête qu'ils pourrissent. Lorsque nous prendrons les rênes de ces pays et que nous ferons preuve de probité morale et de sérieux, nous pensons que nous pourrons combattre efficacement la corruption. Le trépied sur lequel reposera le Niger de demain, au-delà de santé, sera son éducation. L'éducation ou l'instruction en général est un chapitre extrêmement important dans le programme du Mouvement démocratique pour le renouveau et nous l'avons établi à deux niveaux. Il y a l'éducation à proprement parler et les services militaires obligatoires, en deuxième point. Ils vont ensemble parce que le service militaire obligatoire, nous allons y revenir, est un mode d'instruction, est un mode d'apprentissage. Donc ce premier chapitre de l'éducation, c'est un truisme de le dire. Un peuple qui n'est pas instruit est un peuple qui n'est pas à l'abri de tous les rapaces que nous connaissons, souvent issus de nous-mêmes. Donc pour nous, l'éducation est une priorité majeure. Et nous allons y atteler, quitte à y mettre tous les moyens nécessaires. Nous pensons que lorsque nous aurons mis à notre actif l'éducation de notre peuple, certainement notre peuple pourra survivre de lui-même. Cette éducation, nous savons que c'est à deux niveaux elle-même, le niveau de base et le niveau universitaire. Et nous avons fait le constat amer de la faillite du système scolaire public. Tout le monde sait combien le niveau a baissé ces dernières années. Nous pensons qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et c'est extrêmement désagréable et très décourageant de voir des étudiants à l'université qui sont incapables de s'exprimer correctement en français. Et c'est un drame national parce que ça signifie que nous avons une bombe à retardement. Ça veut dire que notre peuple est mal parti dans le 30 ans et que qui va assurer la relève alors du Niger. Donc nous sommes très très sensibles à l'éducation. C'est pour cela que lorsque le Mouvement démocratique pour le renouveau prendra le règne de ces pays, les ministres doivent obligatoirement avoir des enfants qui sont à l'école publique, afin de montrer que l'école publique n'est pas une poubelle, mais également dans une meilleure formation du corps enseignant, qu'il faudra revaloriser à notre sens, parce qu'il y a tout un amalgame. Nous avons constaté, beaucoup de Nigériens l'ont constaté, que de manière anecdotique encore, des personnes qui n'ont aucun niveau ou qui ont échoué à l'école se retrouvent à être des enseignants ou des enseignantes. Et c'est très pénible parce que quelqu'un qui a échoué, comment peut-il éduquer, comment peut-il instruire pour que nos fils et nos filles puissent regarder plus loin, parce que l'éducation nécessite du courage et de la persévérance. Donc au niveau de l'éducation de base, ce sera certainement la révalorisation du corps enseignant, la construction des écoles. Et quand nous disions tout à l'heure que nous allions promouvoir et rehausser la qualité de l'éducation publique,
Nous n'oublions pas le secteur privé qu'il va falloir aussi promouvoir. Donc c'est quelque chose, en tout cas pour la création des établissements privés, au-delà du fait qu'il faudra les encadrer correctement pour savoir qui fait quoi, nous allons leur permettre de créer les établissements et permettre donc au secteur privé de jouer aussi un rôle dans ce qui normalement relève de la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'éducation de nos filles et de nos fils. Au-delà de l'éducation de base, nous intéresse au niveau du mouvement démocratique pour le renouveau au niveau universitaire, au niveau de la formation, donc au niveau scientifique. Il suffit juste de parcourir l'histoire des nations pour savoir qu'il y a des pays dans ce monde qui n'ont aucune ressource minière. Par l'éducation universitaire, par la perfection, la recherche de cette perfection, sont arrivés à montrer que le peuple d'abord sont la véritable source minière, j'allais dire. Donc nous comptons faire de notre peuple la première ressource dont nous disposons. Et nous avons constaté qu'il y a une grande fuite des cerveaux. Il suffit d'avoir été à l'étranger, aux États-Unis, en France, même en Angleterre, pour voir des brillants esprits nigériens qui sont dans des postes prestigieux, qui aimeraient bien revenir au pays. Mais il faudra peut-être créer les conditions. Il faudra pour cela qu'ils voient que le Niger n'appartient pas à un parti politique. Le Niger appartient à son peuple et que désormais les compétences seules doivent décider de qui doit occuper quelque poste. Donc c'est pour ça que nous allons promouvoir les secteurs de l'éducation au niveau universitaire en renforçant encore une fois les capacités de l'université déjà existantes. Mais pour revenir encore à ce chapitre, c'est à tout honneur, à l'honneur de tous ceux qui nous ont précédés de faire des universités à l'intérieur du pays. Nous n'allons pas battre en brèche ce qui a été déjà fait, nous allons les parachever. Donc nul besoin désormais de chercher des troisièmes mandats. Nous continuerons ce qui a été fait et nous allons faire en sorte que ça sera au bénéfice de notre peuple. Donc dans ce domaine, surtout au niveau de la recherche scientifique, c'est extrêmement important parce que qui dit recherche scientifique dit recherche médicale, dit recherche au niveau agro-pastoral. Il y a des grandes choses à réaliser que les 20 minutes ne pourront pas détailler. Mais ce qui est certain, c'est que le mouvement démocratique pour le renouveau entend innover dans ce domaine, entend rétablir des coopérations internationales pour qu'on puisse avoir un réel transfert de connaissances, un réel transfert de technologies. Nous disions tantôt que pour nous, l'instruction de notre peuple est la clé et le rempart contre toute tyrannie. C'est pour ça que l'idée que le mouvement démocratique va proposer à son peuple de restaurer les services militaires obligatoires est la clé à notre sens, l'architecture autour de laquelle notre peuple fera en sorte que le Niger devienne véritablement une nation. Et les nations, pour le moment, c'est un long cheminement. Et les nations n'ont jamais été ethniques. Les nations n'ont jamais été communautaires. Les grandes nations, les empires, l'histoire est là, appartiennent à des peuples différents qui ont décidé de se réunir autour d'une idée. Et c'est à notre sens ce que le Niger doit toujours rechercher en tout cas. À travers nous, nous allons œuvrer pour que ceci soit une réalité. Donc je le disais tantôt, les services militaires obligatoires est constitutionnel. Pourtant, nos aînés, pour des raisons mystérieuses en tout cas, l'ont toujours évité. Sans doute, pour faire certaines choses, il faut du courage politique. Il faut que les hommes politiques dépassent leur petite personne pour que le Niger soit d'abord la priorité. Les services militaires obligatoires sera, à notre sens, ce qui fera tout de suite la différence entre un pays archaïque dans lequel les gens rentrent et sortent comme ils veulent et une véritable nation. Pour avoir visité des pays où c'est encore en vigueur, je sais que c'est des pays que j'ai visités et non pas de no man's land. Malheureusement, au Niger, pour avoir constaté l'incivisme, le non-respect de ce qui constitue quelque chose de sacré, c'est-à-dire les couleurs du Niger, le fait que plein de Nigériens, en particulier les politiciens, trouvent refuge dans le clan et l'ethnie pour se protéger et arriver au pouvoir, nous pensons que pour battre en brèche tout ceci, il faudra faire du service militaire obligatoire une réalité.
La première chose que le service militaire va assurer, c'est d'abord de constituer un casier social, d'assurer définitivement, de cimenter pour une fois pour toutes les liens entre les Nigériens. Parce qu'alors nous allons constater que les fils d'Arlit vont faire leur formation avec les fils de Terra, ainsi que des Ngingimi. Je peux vous assurer, ne serait-ce que à l'école, c'est avec qui nous avons fréquenté deviennent nos frères. Je vous assure que si on fait le service militaire dont la durée sera déterminée par la loi plus tard, ils seront comme des frères. Le Niger en a besoin. Donc nous réussirons quelque chose qui n'a jamais pu être réussi par d'autres, faire de ce pays une authentique nation. Donc au-delà de cet aspect tout extrêmement important, le service militaire obligatoire sera l'occasion pour nous de préparer notre peuple à se protéger. Le Niger, l'actualité nous rattrape tout le temps, est perpétuellement en danger. Et nous avons en face de nous un ennemi invisible. Lorsque notre nation sera plus forte à travers ce service militaire, lorsque les Nigériens peuvent être à chaque instant capables de s'élever lorsque la nation va les appeler pour la défendre, nous aurions gagné en sécurité. Il faut bien que les Nigériens comprennent, le service militaire obligatoire n'est pas de la dictature. Au contraire, ça sera le ciment qui permettra aux Nigériens de se fondre dans leur propre armée et de faire de notre armée une armée véritablement nationale et qui intervient dans le développement du Niger. La sécurité de notre pays sera entre les mains des forces armées nationales. Par conséquent, toute présence étrangère doit absolument avoir une justification absolue et justifiée pour que quiconque qui n'est pas nigérien ne puisse pas porter une arme sur le territoire national. Pour nous, c'est une question d'abord de fierté, mais nous sommes réalistes. Lorsque c'est dans l'intérêt national du Niger, je pense qu'on pourra trouver une solution. Oui, monsieur Roubed, alors vous venez de décliner un peu votre programme. Si vous êtes élu président de la République, comment comptez-vous mobiliser alors les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme? Évidemment que tous ces projets nécessitent des moyens humains et financiers. Nous pensons pouvoir mobiliser les ressources aussi bien humaines que matérielles pour assurer le financement, mais également le fonctionnement de tout ce que nous avions dit. Parce que le financement des projets de société, peut-être il faut distinguer déjà deux chapitres. Nos ressources internes, c'est que la coopération internationale pourra nous aider à avoir. Donc je parle des négociations bilatérales et multilatérales. Donc il est extrêmement important de savoir que les financements de nos projets, autant que peut se faire, doivent avoir une origine interne. C'est une question de souveraineté nationale. Lorsque vous prenez de l'argent avec quelqu'un, il décidera ce que vous allez faire. Nous pensons que nous devons fournir de gros efforts pour mobiliser les moyens à l'intérieur du pays. Donc, essayer de renforcer les capacités de toutes nos structures et départements liés à la mobilisation des ressources internes, en particulier les impôts, en particulier la douane. Donc, la mobilisation sera liée à notre capacité à insuffler à notre peuple le civisme fiscal. Nous avons besoin de l'argent et cet argent doit venir de nous-mêmes. Donc, au-delà des ressources liées aux impôts et à tout ce qui est taxes, nous pensons que notre pays est suffisamment riche, en particulier en ressources minières. Et là, il faut distinguer deux chapitres. Les ressources minières, nous avons déjà des sociétés en fonctionnement. Des accords ont été signés avec les entreprises qui les exploitent. Sans rentrer dans un chapitre de polémique ou de critiques stériles, nous pensons qu'il faudra revoir certains chapitres de ces accords pour faire en sorte que l'intérêt de notre nation soit la chose la plus importante qui nous pousse à signer un accord. Le troisième élément, en réalité, c'est le pillage anarchique de nos ressources minières. Beaucoup de Nigériens ne le savent pas, mais pas mal le savent. Nous avons de l'or au nord. Pour avoir mis pied là-bas, nous avons vu nous-mêmes des milliers de véhicules étrangers venir piller l'or du Niger et s'en aller sans que personne ne s'en émeuve. Je peux vous assurer que si on avait mis un minimum de sérieux pour sécuriser ces secteurs, il y a de l'or au Jado.
il y a énormément d'or. Ces pays peuvent être largement financés par lui-même. Mais je ne sais pour quelles raisons. Des raisons mystérieuses font que la classe politique, ceux qui dirigent, sous-estiment cela. Nous pensons que si on avait sécurisé, pour avoir vu des véhicules étrangers, des pays depuis la mer Rouge jusqu'à nos frontières sont là. Les véhicules des Nigériens ne dépassent peut-être pas 1 millier, alors que vous allez voir des dizaines de milliers de véhicules. C'est extrêmement ahurissant. Quand vous les voyez, vous allez pleurer parce que vous allez savoir que le Niger, c'est les fils du Niger qui ont les destinées de ces pays entre les mains, ont oublié là où se trouve l'argent, là où se trouve le moyen de mettre nos familles à l'ombre. Évidemment que nous ne pourrons jamais suffisamment réunir les moyens financiers suffisants et il va falloir faire appel à nos amis de l'extérieur. Mais nous sommes épidermiques sur une question. Aucun accord bilatéral ou multilatéral ne se signera sur le dos de notre peuple. S'il faut signer, nous allons voir. Si notre peuple y gagne, on signe. S'il n'y gagne pas, on ne signe pas. Nous préférons vivre pauvres et libres qu'être riches et opulents, alors qu'en réalité, juste, le peuple ne voit pas, mais nous sommes enchaînés comme des moutons. Voilà, Monsieur Roubed, alors, dernière question. Si vous êtes élu président de la République, quelle serait la priorité de vos priorités? C'est une question assez difficile parce que les priorités se bousculent. C'est pour cela que il est très difficile de dire que c'est telle priorité qui prime sur une autre, mais ce qui est certain pour nous, mettre les Nigériens à l'abri de la faim est une priorité absolue. Parce que c'est alors, une fois qu'on aura résolu ce problème de famine, qui sous-entend également la malnutrition, que nous pourrons déjà être écoutés par notre peuple pour qu'il se mette au travail. Donc c'est certainement la priorité pour nous des priorités. Nous assurer qu'aucun Nigérien, aucune Nigérienne ne dort les ventres vides. Monsieur Abdel, je vous remercie. Je vous remercie.